Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui ont bravé la météo. Non, il fait beau, ça va, on n'a pas à se plaindre. Comme vous l'avez remarqué, le conférencier est absent. Il est tombé malade, donc il est souffrant et il a préféré ne pas venir braver le public, et donc il est là, vous le voyez, en direct de Marseille. Merci Samuel d'être là, malgré les aléas sanitaires, disons. On va dire comme ça. Alors, rapidement, quelques mots sur Samuel Boissier, qui est déjà venu à Olioul. Ceux qui ont eu la chance de le voir, je crois qu'il est venu à l'Observatoire, c'est ça Samuel ? Oui, il n'est pas venu ici, dans cette salle, jamais. Je suis aussi venu dans la salle une fois. Ah, d'accord. Ah ben, ça fait alors 3 fois que tu viens à Olioul. Ouais. Très bien. Donc, Samuel Boissier, directeur adjoint du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Ses activités concernent surtout la recherche en astrophysique et sa diffusion vers le grand public, d'où sa présence ici ce soir. Chercheur du CNRS au laboratoire au LAM de Marseille, il est responsable de l'équipe Galaxie, Étoiles et Cosmologie, le GECO. Il est le président de la SFA et d'astrophysique SF2A depuis 2016 et membre de son conseil d'administration depuis 2010. Il a été aussi membre du conseil scientifique du programme national de cosmologie et galaxies de 2013 à 2017, et il participe régulièrement à des activités de diffusion scientifique dont certaines ont été labellisées, pour ceux qui s'en souviennent, dans le fameux Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Alors, quelques dates clés, hein. Je ne les dis pas toutes parce qu'il y en aurait trop. 2016, nommé responsable de l'équipe GECO, j'ai déjà dit au LAM. En 2016, président de la SF2A pendant 2 ans. 2018, sous-directeur au LAM. 2019, directeur de recherche au CNRS. Et 2020, directeur au PNCG. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais peut-être tu vas nous le dire, Samuel, non ? Je peux vous le dire après, si vous voulez. D'accord, ça marche. Alors, la conférence, vous l'avez vu, hein, je vais faire un petit résumé, rapide, parce qu'après, on va lui laisser la parole. Comme il est fatigué, on ne va pas trop l'embêter. Donc, il nous donne rendez-vous le 22 mars. Bon, il nous a fait un petit lapin, mais c'est pas grave, vers 18h30. Donc, vous l'avez noté dans votre agenda, puisque vous êtes là. On ne réalise plus que ce temps nous paraît habituel, car sa mesure est battue par les phénomènes astronomiques de notre environnement. Mais en astrophysique, nous observons aussi des astres lointains. La lumière qu'ils ont émise met du temps à nous parvenir. Cela nous permet de voir dans le passé, mais un passé limité. Limité au temps cosmologique d'environ 13 milliards d'années. Certains astres nous poussent encore plus dans nos retranchements intellectuels. Le temps y devient étrange et ne correspond plus à notre expérience. Et pourtant, les observations que nous faisons astronomiques nous le démontrent. Le temps est réellement bizarre. Au cours de l'exposé que Samuel va nous prononcer, il reviendra sur les définitions astronomiques de notre temps habituel. Il dira aussi quelques mots du temps cosmologique et il exposera quelques-uns des aspects les plus étranges du temps avec leurs conséquences bien réelles, comme l'existence de trous noirs et les ondes gravitationnelles. Merci d'accueillir Samuel Boissier. Merci de m'accueillir, même si c'est virtuel cette fois. Effectivement, je suis désolé de ne pas pouvoir être là. J'ai un petit virus qui m'est tombé dessus depuis hier, et ce que nous a appris la pandémie, au moins, c'est qu'on peut faire des choses par Zoom. On a appris à se servir de Zoom. Et puis comme ça, j'évite de vous contaminer à votre tour. Donc c'est peut-être mieux pour tout le monde. J'espère que ça va bien se passer quand même, et que vous allez pouvoir profiter de la conférence, même si j'ai ma voix qui s'en va de temps en temps. Alors avant que j'oublie, le PNCG, oui, c'est le Programme National Cosmologie et Galaxies. Donc c'est une instance nationale en fait qui est nommée par le CNRS, si vous voulez, et qui rassemble des experts dans ces domaines-là, des galaxies et de la cosmologie, qui vont pouvoir
pouvoir aider disons, les instituts à décider, par exemple, quel projet a besoin d'un coup de main de financier, quel projet est plus important qu'un autre, en se basant sur notre connaissance de ces objets-là. Mais bon, ce soir, je suis pas du tout là pour vous parler de ça. Effectivement, je vous ai proposé cet exposé sur le temps pour vous dire la vérité. En fait, c'était à la base une commande. Il y avait un cycle de conférences sur le temps et on m'a demandé pourquoi ne pas donner le point de vue d'un astrophysicien. Donc, j'ai réfléchi à la question et j'en suis venu à penser qu'il y a effectivement des choses intéressantes à raconter. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, de vous raconter ça. Alors, dans le titre, on parle de voyage dans le temps. Alors, pour avoir ça, il faudra rester jusqu'à la fin. C'est tout à la fin et avant, on va parler des autres aspects. Alors, on va cliquer là, est-ce que ça va marcher? Voilà. Et avant d'aller plus loin, je voulais vraiment redire encore une fois, je suis pas vraiment un spécialiste du temps, vous avez compris, hein, j'ai parlé de galaxies et de cosmologie tout à l'heure, ma spécialité, c'est l'évolution des galaxies. Mais en fait, quand on parle d'évolution, ça veut dire chose qui change, ça change, qui se transforme, et ça veut dire que ça change avec le temps. Alors là, je vous montre la figure la plus hideuse de tout l'exposé ce soir. C'est tiré d'un de mes articles scientifiques, donc c'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Mais ce que ça vous montre, c'est que dans mes articles scientifiques, je trace des figures où je montre comment certaines propriétés changent avec le temps. Alors ça veut dire que le temps est bien important pour l'astrophysicien dès qu'il étudie l'évolution des astres. Et puis, il y a un autre truc évident, hein, qui était un petit peu dit dans l'introduction, c'est que mes cours, vous voyez, je les ai fait s'arrêter autour de 13 et quelques milliards d'années. Et évidemment, il y a une raison à ça, c'est que c'est notre temps cosmologique sur lequel je reviendrai plus tard. Mais avant de parler de ce temps cosmologique, je vais effectivement faire un petit rappel sur les origines astronomiques du temps qu'on expérience tous les jours, en fait, ou toutes les années. Et pour beaucoup d'entre vous, ça sera sûrement vraiment juste des rappels, mais je pense que c'est intéressant de se redire ça, que tout notre temps, en fait, est basé sur des perceptions de phénomènes astronomiques. Après, je parlerai de ce temps cosmologique que j'évoquais juste avant, et finalement, on va garder les choses compliquées pour la fin. Donc la première partie, c'est le temps tel qu'on l'expérience habituellement, notre temps, le temps des hommes, ce que j'ai appelé. Et comme on l'a dit dans l'introduction, hein, si on se donne rendez-vous à une certaine date, à une certaine heure, on enregistre ça dans son agenda, on est capable de noter l'heure et de regarder sa montre et d'arriver à peu près à l'heure. Sa montre ou son cadran solaire dans certains cas, mais c'est plutôt une montre ou un téléphone en fait aujourd'hui. Et donc on a vraiment l'habitude de tout ça. Mais en fait, tout ça, tous ces éléments du calendrier, des mois, de l'année, de l'heure, tout ça, c'est des phénomènes astronomiques qui les ont définis, qui nous ont permis de les définir. Donc, on va revenir quelques révisions. D'abord, le temps le plus évident pour chacun d'entre nous, c'est le jour, parce que les jours se succèdent les uns après les autres et chaque matin on se réveille et on va au travail ou à faire autre chose. Et donc on a cette conception qui nous rythme vraiment au quotidien. Et évidemment le jour c'est le temps que met la Terre à faire un tour sur elle-même. Enfin pas tout à fait en réalité. Hein. Donc évidemment vous savez, comme vous le savez peut-être, c'est la Terre fait un tour sur elle-même en 23h56. Ce que vous pouvez voir sur cette petite figure qui est tirée de ce livre que vous pouvez regarder si vous voulez. Et en fait, il manque 4 minutes de plus pour se retrouver en face du Soleil à nouveau. Pourquoi ? Parce que la Terre, entre-temps, s'est un petit peu propagée sur son orbite autour du Soleil, donc le Soleil n'est plus exactement dans la même direction. Donc notre temps pour retrouver le Soleil dans la même direction, notre concept du jour, il est lié à ça, c'est 24 heures, mais par rapport aux étoiles lointaines, on tourne en 23h56. Après, le jour a été subdivisé depuis très très longtemps dans des subdivisions qu'on a appelées l'heure. Et déjà à l'Antiquité, on trouve des traces du fait que les Égyptiens découpaient le jour et la nuit en 12 heures. Alors pourquoi 12 ? Ça reste un peu mystérieux de ce que j'ai pu lire. Mais 12, c'est un chiffre qui a l'avantage d'être divisible par 2, par tiers, par quart. Donc on peut disons, faire des groupements dans cette durée qui sont plus ou moins longs, donc c'est pratique. Il y a peut-être une similitude avec le fait qu'il y a 12 mois dans l'année, et ça c'est lié au calendrier lunaire, comme on le verra juste après. Alors le jour c'est facile, hein, il suffit de mettre un cadran solaire et on regarde comment se déplace l'ombre du soleil, ça va nous rythmer le passage du temps. Donc en se calant sur ça, on peut partager en 12 et faire 12 heures. Si on fait pas attention, les heures vont être pas de la même durée pendant l'hiver et l'été, mais ça va faire. Et puis la nuit, on fait presque pareil en fait, mais
bon, heureusement, on avait l'étoile du soleil. En fait, on a beaucoup d'étoiles la nuit, c'est ça l'avantage. Donc, si vous regardez le ciel la nuit, donc là, c'est une date un peu au hasard, mais vous allez pouvoir voir l'heure qui change ici. Et on voit les étoiles dans le ciel. Et si vous passez 1 heure ou 2, vous allez voir de nouvelles étoiles qui se lèvent et qui vont se déplacer dans le ciel. Et à chaque fois, 1 heure plus tard, il y a encore de nouvelles étoiles qui sont levées. Et comme on reconnaît les étoiles brillantes dans le ciel, comme ça, on peut se dire, on va pouvoir partager la nuit en fonction de l'heure à laquelle se lèvent certaines étoiles, par exemple. Ça va nous permettre de faire ce découpage. Donc, avant d'avoir chacun des montres, finalement, ou des téléphones portables, il suffisait de lever les yeux au ciel et de regarder quelle étoile était au-dessus de nos têtes à ce moment-là pour savoir l'heure. Aujourd'hui, c'est plus difficile, notamment à cause de la pollution lumineuse. Ici, il y a d'autres étoiles qui ont continué à se lever. Je vais continuer. Juste pour dire que ici, vous pouvez voir le lever de Sirius, en fait, en bas de l'image. Et en fait, on parlait d'Antiquité. Et effectivement, vous le savez sans doute, les Égyptiens utilisaient le lever de Sirius. Alors plus précisément, c'est quand il se levait juste avant le soleil. C'est le lever héliaque qui en fait, nous indique la saison dans l'année, puisque les étoiles, ça je montre comment elles se déplacent dans une nuit, mais évidemment, au fil des saisons, le ciel change aussi. Et donc, ce lever héliaque de Sirius était utilisé pour prédire les saisons, notamment les crues du Nil, donc c'était assez important. Et donc, ça souligne l'importance de l'astronomie dans l'Antiquité. D'ailleurs, on trouve des bas-reliefs dans certains temples, notamment ici, c'est à Luxor. Et donc, c'est aussi lié au fait qu'effectivement, l'écart du ciel qu'on peut voir au-dessus de nos têtes la nuit, c'est utile déjà pour l'agriculture et pour plein d'autres choses, et pour le passage du temps, pour mesurer son passage. Alors, on va réviser aussi quelques autres définitions. Une fois qu'on a 1 heure, on a envie de la subdiviser en plus petites quantités. La subdivision qui s'est imposée, c'est la base 60, puisqu'il y a 60 minutes dans 1 heure et 60 secondes dans 1 minute. C'est une base qui a été utilisée déjà par les Babyloniens. Alors, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? C'est une autre question aussi qui est un peu mystérieuse, on va dire. Mais en tout cas, ça nous permet de couper l'heure qui est un peu grande en plusieurs unités et donc de raffiner notre mesure du temps. La seconde, donc, c'est à nouveau un découpage de la minute dans une base 60. Et d'ailleurs, en latin, la seconde s'appelait minutum secunda, ça veut dire c'est bien la seconde minute, la deuxième minute. Et donc, seconde vient du fait que c'est cette seconde subdivision de l'heure. Alors, la base 60, en fait, je disais, c'est un peu mystérieux, mais on la retrouve quand même beaucoup. Elle était utilisée notamment pour la mesure des angles. Donc, un degré est fait de la même façon de 60 minutes d'arc et 60 secondes, chacune de 60 secondes d'arc. Et bon, ça, pour les astronomes amateurs, vous connaissez bien ça. Alors aujourd'hui, en fait, cette définition astronomique, elle est plus du tout assez précise pour mesurer le temps. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que la seconde maintenant n'est plus définie de cette façon-là. Le temps n'est plus mesuré à partir des phénomènes astronomiques. En fait, on a créé ces unités à partir de ça, mais afin d'avoir des mesures précises, on a dû avoir recours à d'autres outils. Et l'outil qui donne la précision la plus importante pour la mesure du temps, c'est les battements en fait des atomes. Donc c'est les temps qui correspondent à la transition entre des états dans les atomes, qui nous permettent de vraiment mesurer des fréquences très précises, donc des temps très précis. Donc là, c'est le niveau précis du césium qui est utilisé pour définir officiellement la seconde, qui est égale à, vous voyez le chiffre, fois la période de radiation de cet élément-là. Donc c'est comme ça qu'on le définit aujourd'hui à partir de la physique fondamentale, de la seconde. Alors, c'est quand même intéressant de réaliser que même si aujourd'hui on définit précisément ces choses autrement, il y a plein de quantités qui sont quand même liées à l'astronomie. Et par exemple, la première détermination de la vitesse de la lumière, c'est basé sur un phénomène astronomique aussi, en fait. C'est l'observation des satellites de Jupiter. Et le temps que met la lumière à nous parvenir à détecter le fait qu'un satellite n'est plus occulté par Jupiter, c'est ça qui nous permet de mesurer la vitesse de la lumière, en fait, historiquement. Et on sait que c'est une constante de la physique, donc elle est définie, elle est exprimée en mètres par seconde. Et de manière intéressante, maintenant, le mètre est calibré sur la vitesse de la lumière. Donc le mètre, c'est la longueur que parcourt la lumière dans cette fraction de seconde. Donc, vous voyez que finalement, cette fraction de la lumière, la vitesse a été déterminée à partir de phénomènes astronomiques, et c'est ça qui nous sert à définir aujourd'hui le mètre.
Et donc, la vitesse de la lumière a exactement cette valeur-là par définition, en fait, c'est ce qui est indiqué ici. Ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que on se mord un peu la queue parce que l'origine du mètre était aussi proposée comme étant une mesure universelle. Et c'était la longueur d'un pendule qui bat toutes les secondes. En fait, la durée d'un pendule, ça dépend de la longueur du pendule. Et s'il bat exactement une seconde, c'était comme ça qu'on avait défini le mètre. Donc, vous voyez qu'en fait, le mètre, la seconde et la vitesse de lumière sont interconnectés dans ces relations-là. Et ils sont quand même liés quelque part à des phénomènes astronomiques, puisque tout ça, au départ, a été déterminé par l'astronomie. Bon, maintenant, on va passer à l'année. Vous savez que c'est lié au mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors, il y a plusieurs définitions qui seraient possibles, qui sont illustrées ici. Nous avons adopté, comme civilisation, nous avons adopté l'année tropique, c'est-à-dire que les saisons reviennent à chaque date à la même année, c'est-à-dire qu'on se fixe par rapport au moment où on va revoir le Soleil en face de nous, en fait. Si au contraire on avait utilisé les étoiles lointaines pour calquer notre année, on serait dans une année sidérale, c'est-à-dire c'est comme le calendrier chinois, en fait, qui utilise ce calendrier-là. Donc ça fait des petites différences, mais évidemment il faut le savoir. Le mois, c'est la subdivision par 12 de l'année. Donc pourquoi 12? C'est probablement lié à l'origine au mouvement de la Lune autour de la Terre, puisque l'année dure à 12 cycles lunaires, plus ou moins. Et si vous avez un doute à propos de ça, vous pouvez remarquer qu'en anglais, la Lune, c'est moon, et le mois, c'est months. Donc la syntaxe lexicale nous indique bien qu'il y a une connexion. Alors, de la même façon, on pourrait définir plusieurs mois lunaires, en fait, selon exactement comment on le définit, mais il faut toujours à peu près 3 jours, 28 jours. Voilà, donc après ce petit rappel, je vais donc parler un peu de temps cosmologique. Donc ça, c'est vraiment lié à mes sujets d'études plus personnels, avec l'évolution des galaxies que j'évoquais, et à la cosmologie, qui est donc un de mes sujets de préoccupation aussi, comme vous l'avez entendu. Alors pour illustrer ça, ce temps cosmologique, je vais simplement revenir sur des choses un peu basiques. Et ça, c'est simplement le ciel que vous pouvez voir, alors peut-être pas au-dessus de vos têtes, et peut-être pas ce soir, et peut-être pas là où on habite, mais c'est un ciel qu'on peut voir depuis la Terre. On voit des tas d'étoiles, et puis on voit la Voie lactée qui dessine son tracé. Et ça nous montre qu'il y a à l'œil nu des milliers d'étoiles qu'on peut voir. Et puis quand on utilise des télescopes, on va en trouver plutôt des milliards, des centaines de milliards dans notre galaxie. Et chacune de ces étoiles potentielles qui tournent autour d'elles. Les gens qui étudient les exoplanètes, je suis sûr que vous en avez dans vos cycles de conférences qui viennent vous en parler, ou qui viendront en vous en parler. Ils sont maintenant convaincus que la plupart des étoiles, au moins 1 sur 2, ont des planètes. Donc quand on regarde un bout du ciel comme ça, on voit des tas d'étoiles et des tas de planètes, même si on les distingue pas individuellement. Et puis sur ces étoiles dans ces étoiles et sur ces planètes, il y a a priori tous les éléments chimiques qu'on connaît du tableau de Mendeleïev. Ça, on le sait parce qu'on peut faire de la spectroscopie des étoiles et on va voir la trace de tous ces éléments. Donc, on est à peu près sûr de ça. Si on regarde un tout petit bout du ciel, cette fois, et c'est ce qu'a fait le satellite Hubble en scrutant vraiment une toute petite partie du ciel pendant des dizaines d'heures et qu'on accumule la lumière, si on regarde un endroit où il n'y avait pas d'étoiles au départ et qu'on attend suffisamment longtemps, en accumulant la lumière, on voit ça. C'est-à-dire, on voit, cette fois, on voit des milliers de galaxies. Donc, chacune de ces galaxies peut contenir potentiellement des centaines de milliards d'étoiles comme notre galaxie. Donc, ça montre que l'univers est en spirale des elliptiques, comme vous pouvez voir ici. Donc, en résumé, tout ce que je vous ai dit là, c'est une petite introduction au temps cosmologique pour vous dire qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'univers. On voit tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev. On voit des centaines de milliards de galaxies. Chacune peut avoir des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile peut avoir des planètes. Et il y a la vie, au moins sur Terre. Ça, on est sûr sur Terre. Sur les autres planètes, on n'est pas encore sûr. On n'a pas encore trouvé, mais on cherche. Et il y a l'intelligence. Alors là, j'entends pas si vous riez ou pas. C'est l'intelligence qui c'est sur Terre, mais c'était peut-être pas la bonne illustration. On va en mettre une autre. C'est Marie Curie. C'est quand même mieux que Trump. Donc ça, c'est le panorama aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout ça. Et quand on parle d'évolution et de temps cosmologique, ce qu'il faut se dire, c'est que tout n'a pas été comme ça. L'univers s'est transformé. Et si on repart en arrière, on a une image de l'univers il y a un peu plus de 13 milliards d'années.
Cette image, c'est celle qu'a obtenue le satellite Planck, qui montre le fond de rayonnement cosmologique. Et ce rayonnement, on peut le comprendre si l'univers a été dans le passé, il y a à peu près 13 milliards d'années, très dense, très chaud et très uniforme. C'est-à-dire les différences de couleurs là sont de toutes petites fluctuations. Cette image est d'ailleurs une des preuves du scénario du Big Bang, on va dire, qui dit que l'univers est en expansion depuis un état où il était à très haute température et très haute densité. C'est ce qu'on voit dans cette image. Et donc, s'il était si uniforme, en fait, notamment, ça veut dire qu'il n'y avait pas de planète et pas de galaxie. Donc ça, c'est un point essentiel. Et en fait, si on essaye de synthétiser ce qui a pu se passer dans cet univers très chaud et très dense, les gens qui font de la nucléosynthèse primordiale nous disent que cet univers primordial, les premières réactions nucléaires qui ont pu se produire n'ont fabriqué seulement que quelques éléments d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Donc, c'était très différent. Et la connexion entre tout ça, c'est ce qu'on constate, c'est que depuis Hubble, l'astronome, cette fois pas le télescope, il a observé que des galaxies s'éloignaient de la nôtre, elles s'éloignaient d'autant plus vite qu'elles étaient lointaines. C'est ce qu'illustre ce diagramme-là, avec des observations du mont Wilson. Il y avait d'autres collègues d'ailleurs qui ont fait des observations, donc on lui attribue un peu le don de la loi, même si le nom de la découverte, disons, même s'il y a sûrement d'autres contributions. Et en particulier, il y a Georges Lemaître qui a fait une contribution théorique sur la question. Et tout ça nous dit que si les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est que l'univers est en expansion. Et la vitesse du coup des galaxies, c'est une vitesse apparente qui est liée à leur distance. C'est lié à l'expansion de l'univers. Et ça veut dire qu'il y a effectivement un univers qui n'est pas immuable. Donc il y a une question d'âge de l'univers, de temps de l'univers, le temps cosmologique, si vous voulez, qui est que quand on est aujourd'hui ici, les galaxies ont une certaine distance les unes des autres, et quand on va dans le passé, elles étaient les mêmes galaxies, disons, occupaient un volume plus petit, elles étaient plus proches les unes des autres, jusqu'à ce moment initial entre guillemets, qui montre que ça rejoint cette image du fond diffus cosmologique que je vous montrais tout à l'heure, l'univers très dense et très chaud, parce que toute cette matière était comprimée dans des espaces beaucoup plus petits. Alors ça, c'est une illustration, hein, c'est juste l'univers, la bulle d'univers où on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'univers était une petite bille au début. Ça s'est passé un peu partout. C'est, disons, la bulle où on est aujourd'hui, voilà son histoire dans le passé. On peut, à partir de nos observations, déduire ça et déduire donc que l'univers a à peu près 13,7 milliards d'années. Donc ça résume un petit peu cette histoire. L'univers s'est sacrément transformé depuis le moment de l'image de Planck ici, avec très peu d'éléments chimiques qui existaient. Jusqu'à aujourd'hui, on a tous les éléments, toutes les planètes, les galaxies, l'intelligence et la vie sur Terre au moins. Par contre, il nous reste quand même quelques questions en fait là-dedans, parce que j'ai pas trop parlé de ce qui se passe au tout début. Mais peut-être que tout début, ça n'a pas trop de sens en fait. Donc je vais un peu focaliser là-dessus quelques instants. Et la figure que je vous montre là a été trouvée dans cet ouvrage-là. C'est sur la philosophie de la cosmologie. Donc on commence à se poser des questions assez troublantes et assez sérieuses. Donc en fait, ce que je vous ai parlé là, la transformation de l'univers, c'était après le fond diffus cosmologique qui se passe ici. Et en fait, si on remonte dans le passé avant ça, encore, on voit, vous voyez les âges de l'univers en secondes. Donc on va vers des temps de plus en plus petits. Et ce que je vous ai indiqué, en fait, c'est la formation des noyaux qui sont ici, le fond diffus cosmologique. Mais avant ça, en fait, avant même qu'il y ait les protons et les neutrons qui puissent fabriquer les différents éléments chimiques, il y a eu une phase où l'univers était dans un mix de particules plus élémentaires, des quarks et des gluons. Donc il n'y a plus d'atomes, en fait, ça veut dire. Et vous vous rappelez, j'ai dit qu'on définissait la seconde à partir des fluctuations de niveau d'excitation de l'atome. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut encore en fait, se définir une mesure du temps s'il n'y a plus d'atomes? C'est une question fondamentale, philosophique, on va dire. Peut-être que, en fait, là, définir un temps n'est plus vraiment possible. Et en fait, si on va encore plus loin dans le passé, on atteint les densités telles que le boson de Higgs apparaît et joue son rôle, c'est-à-dire le boson de Higgs, il donne la masse aux particules. Et donc, avant ça, les particules n'ont plus de masse. Si elles n'ont plus de masse, ça veut dire qu'elles se déplacent toutes à la vitesse de la lumière dans tous les repères. C'est-à-dire que ça devient très très difficile quand même de fabriquer une horloge, par exemple. Comment on définit le temps quand toutes les particules dans leur horloge propre vont à une vitesse de la lumière et qu'on n'est pas capable vraiment de
définir les choses. Donc en fait, ce que montre cette figure-là, c'est que on met une échelle en secondes ici, mais le temps n'a plus vraiment la même signification. Il faut comprendre en termes de physique ce qui se passe. C'est plus notre expérience du temps déjà à ce niveau-là habituelle. Et si on va encore plus loin, on atteint les temps de l'inflation. Alors ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour expliquer l'uniformité du ciel. On a besoin que l'univers se soit dilaté très vite, en très peu de temps au tout début, pour expliquer que deux bouts du ciel nous semblent similaires, en fait. Sinon, ils ne seraient pas causalement liés. Et comment pour expliquer que ce soit pareil partout? Et donc ça, c'est lié à des questions fondamentales. Donc, est-ce qu'il y a des fluctuations quantiques qui se sont passées là, des changements de phase? Les questions de multivers apparaissent aussi par là, avec plein de points d'interrogation, vous voyez. Et si on va encore plus loin dans le passé, on atteint un moment le mur de Planck, c'est 10-43 secondes. Donc, avant ce temps-là, en fait, ça devient encore plus compliqué de parler du temps parce que nos théories de la physique ne sont plus complètes. C'est-à-dire que on sait faire la gravité qui joue un rôle fondamental en cosmologie. On sait que la mécanique quantique joue un rôle fondamental pour les particules. Et là, à ces échelles-là, on sait que la mécanique quantique doit jouer un rôle très fort. Et en même temps, si on parle de l'univers dans sa globalité, la gravité doit jouer aussi. Donc, pour pouvoir explorer ces échelles-là, il nous faudrait la gravité quantique, qui est une théorie qu'on n'a pas encore. Et donc, vous voyez que plus on va vers le début, plus on rencontre des difficultés théoriques assez compliquées. Alors, la gravité quantique, je vais pas vraiment en parler parce que c'est pas mon domaine à moi. Faudra inviter Carlo Rovelli si vous voulez en parler plus. C'est un physicien de Marseille, du CPPM. Du CPT plutôt, qui travaille sur ce sujet-là. Alors, une des pistes, c'est d'imaginer que, en fait, quand on atteint ces échelles-là, quand on est à ces temps-là, entre guillemets, il faut oublier nos concepts habituels de temps et d'espace. Et en fait, il y a des grains d'espace-temps et c'est leur interaction entre eux qui vont déterminer l'extension de l'espace et la durée du temps. Donc, quand on regarde à des grosses échelles, ces grains-là, on les voit plus. À notre échelle, on voit plus les grains. Mais il y aurait cette espèce de granularité en petites échelles. Donc, je vais pas vous parler plus de ça, parce que là, du coup, vous pourriez avoir une conférence entière sur le sujet, et je suis pas la bonne personne. Donc, pour résumer un peu cette partie, voilà, l'univers a à peu près 13,78 milliards d'années, pendant laquelle il s'est complètement transformé. Les étoiles enrichissent le tableau de Mendeleïev, les galaxies évoluent, les planètes se forment, la vie apparaît au moins sur la Terre. Et ça nous permet d'être là pour en parler ce soir. Enfin, d'être là, moi je suis à distance, mais je suis là quand même par la pensée. Et puis par contre, en cosmologie, en physique des galaxies, on arrive bien à remonter le temps grâce à nos observations. On voit des galaxies lointaines, on arrive à comprendre ce qui se passe dans ces galaxies-là. Mais quand on va très très loin, on commence à rencontrer des difficultés. Et en particulier, ces dernières fractions de secondes sont encore explorées. Donc, c'est ce que vous pouvez conserver de cet aspect d'épopée cosmologique, on va dire. Et puis maintenant, on va rentrer dans ce qui est peut-être plus exotique. C'est les temps, ce que j'appelais étranges. Alors, on va parler espace-temps, relativité, et puis ondes gravitationnelles et trous noirs, comme ça vous a été promis tout à l'heure. Et pour faire ça, j'aime bien partir d'une question existentielle qui est de Roland McDan, qui est un comédien que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais peut-être pas les plus jeunes. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette question qu'il posait, parmi les nombreuses questions qu'il posait. C'est si tu conduis à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passe quand tu allumes tes phares? Et donc ça, c'est une question fondamentale. Et pour les gens qui étudient un peu la physique et qui sont là ce soir, ils peuvent se la poser en termes de physique, en fait. Parce que si on pense en termes de relativité galiléenne, c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que les vitesses s'ajoutent. Donc, si vous regardez un bateau depuis le quai, si le bateau il a sa propre vitesse et qu'il y a un objet qui est lâché du mât et qui tombe, eh ben la vitesse de l'objet qui tombe le long du mât et la vitesse du bateau, elle s'ajoute en fait. Et donc, depuis le bateau ou depuis le quai, vous allez voir dans les deux cas l'objet tomber au point au bas du mât. Et ça veut dire que les vitesses se sont ajoutées. Donc, et c'est de la même façon, si quelqu'un marche sur un chariot, sa vitesse sur le chariot et la vitesse du chariot s'ajoutent, et vous pouvez ajouter les vitesses. Et les lois de la physique changent pas quand on change de repère, donc tout est bien logique et tout est compréhensible. Le problème, c'est que si on applique ça à la vitesse de la lumière, donc si je roule à la vitesse de la lumière et que j'allume mes phares, pour quelqu'un qui regarderait la voiture depuis le bord de la route, est-ce que la vitesse de la lumière serait ajoutée à la vitesse de la lumière et ça ferait 2 fois la vitesse de la lumière? Alors, c'est bien évident que non, c'est un paradoxe. Hein, et en fait,
vous savez, là, on a mesuré que la vitesse de la lumière est une constante universelle, une limite absolue. Donc, il n'y a rien qui peut s'ajouter à la vitesse de la lumière. Alors, comment on s'en sort? Eh ben, il faut changer un petit peu les lois de la physique. Donc, ça, c'est la relativité restreinte. Donc, la formule, elle est là. À titre d'exercice, je vous laisse la vérifier après. Mais en gros, si vous êtes dans une voiture et que vous allumez vos phares, la lumière part avec la vitesse de la lumière. Et pour vous qui êtes dans la voiture, vous la voyez partir entre guillemets à cette vitesse-là. Et pour quelqu'un qui est sur le trottoir, il voit aussi la lumière partir à la vitesse de la lumière, puisque c'est la même vitesse, c'est universel. Et là, c'est juste qu'il faut changer la façon dont on ajoute les vitesses. Et donc ça, c'est la formule qui vous permet d'ajouter les vitesses. Et ça a des conséquences surprenantes. C'est simplement cette constatation qu'il faut que la vitesse de la lumière soit constante nous permet d'arriver à des conséquences qui sont que le temps se dilate ou que les distances se contractent pour que les lois de la physique ne changent pas quand on change leur repère. Alors cette dilatation, cette contraction, elle dépend donc de la vitesse à laquelle on va. Et ce petit tableau vous montre quelques exemples. Alors, c'est pas la peine de tout regarder, mais ce qu'on peut regarder, c'est la vitesse ici, dans la première colonne, et dans la dernière colonne, le temps qui s'écoule pour un observateur qui se déplace pas du coup. Et là, vous avez le même effet sur les longueurs. Comme on parle du temps, on va regarder la dernière colonne. Donc, si vous allez à la vitesse du TGV, c'est plus tout à fait, le record n'est plus tout à fait à jour ici. Mais vous voyez que le temps pour quelqu'un qui est à bord du TGV ou quelqu'un qui le regarde passer, c'est quand même à peu près le même. C'est une seconde ou alors cette petite une seconde un peu plus légèrement augmentée ici, un tout petit peu. Donc si vous êtes dans la station spatiale internationale, vous tournez assez vite autour de la Terre, mais l'effet il est encore très négligeable. Ce qui est une bonne nouvelle pour les gens qui sont sur la station spatiale. Sinon, quand ils redescendraient, ils auraient des surprises. Enfin, ils peuvent avoir quand même des surprises, surtout s'ils sont russes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, vous voyez qu'en fait, pour avoir des effets significatifs, il faut quand même aller très vite. C'est-à-dire, il faut aller au moins à un tiers de la vitesse de la lumière pour gagner 5% de temps apparent sur les phénomènes. Et si vous allez à 90% de la vitesse de la lumière, là, le temps semble s'être doublé. Donc, le temps se dilate. On renvoie ça. Et cette formule vous dit que dans les jets ultra-relativistes qu'on observe en astronomie, dans les sursauts gamma, on s'approche de très très près de la vitesse de la lumière. Et là, on a des facteurs énormes. Donc, c'est des phénomènes vraiment très 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 forts. Alors, c'est bizarre, mais c'est vraiment observé ces phénomènes-là parce que, par exemple, dans l'intérieur de la Terre, il y a des particules qui rentrent avec des très grandes vitesses et elles produisent des réactions. Et si on mesure la durée de vie des particules qui sont produites, on se rend compte que leur temps, elles semblent exister plus longtemps que la durée de vie dans le laboratoire. Donc, c'est vraiment lié à leur vitesse, en fait. On est capable de faire ce genre d'estimation. Donc, ça existe vraiment. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez encore lire le livre de Rovelli là, sur l'ordre du temps. Alors, vous voyez, ça l'illustre de façon beaucoup plus simple. C'est avec des schtroumpfs et si vous bougez ou si vous restez immobile, le temps s'écoule différemment. C'est le résumé de ce que je viens de dire de manière beaucoup plus simple. C'est bien ce livre parce qu'on a l'impression de tout comprendre quand on le lit. Mais c'est après qu'on se pose des questions. Alors, on a passé une étape, on va aller encore plus loin. Mais c'est la même idée générale. En fait, on veut que les lois de la physique changent pas quand on change de repère. Et Einstein a une idée assez géniale, qui est que si je suis dans un ascenseur, alors c'est une expérience de pensée comme on dit, si je suis dans une boîte qui tombe vers la Terre et que je lâche un objet, est-ce que les lois sont fondamentalement différentes que si je suis dans l'espace dans une boîte et que je lâche un objet? Et en fait, non, les lois doivent être les mêmes parce que quand vous êtes en chute libre, vous sentez pas l'effet de la gravité puisque vous l'effacez entre guillemets. À partir du moment où vous êtes dans la boîte et vous regardez que ce qui se passe dans la boîte. Et alors, est-ce qu'on peut trouver des repères où les lois de la physique s'écrivent pareil dans les deux cas? Et c'est ça que fait la relativité générale. Donc ça, c'est fort. Et pour expliquer en quelques mots, quand on est en mécanique classique, avant la relativité générale, on se disait que en l'absence de force, le mouvement est rectiligne et uniforme. Les étudiants en physique connaissent tout ça. Et que s'il y a une masse, ça fait la gravité de Newton qui modifie le mouvement, tire la trajectoire par la force de gravité. Et donc maintenant, en relativité générale, c'est très différent. En fait, en l'absence de force, on a toujours un mouvement rectiligne uniforme, et la présence d'une masse, on a toujours une trajectoire qui est différente, évidemment. Mais cette fois, la différence, c'est que c'est pas très bien illustré. Dans
dans cette version-là du graphique, en fait, ce qu'on voit, c'est le cas classique. Hein. Donc, on peut définir un chronomètre, on mesure le temps, et on met une grille, et on regarde où la particule se trouve. Donc, dans un cas, elle va tout droit, dans un cas, elle est courbée, et on fait des équations avec ça. Ça, c'est la mécanique classique. Et dans la relativité, c'est là où c'est différent. Bon, ce qu'on dit, c'est que, en fait, qu'il y ait une force de gravité ou qu'il n'y en ait pas, c'est la même chose. Donc, il faut trouver une façon d'exprimer ça dans les équations. Et la façon de le faire, c'est de dire qu'il y a un espace-temps dans lequel se passent les choses. Au lieu d'avoir la grille d'espace et la grille de temps séparées, les deux sont interconnectés. Et on arrive à écrire des équations qui interconnectent le temps et l'espace de telle sorte que s'il y a la présence d'une masse, ça déforme cet espace-temps, ça change les propriétés de l'espace-temps, et du coup, la particule, elle suit toujours le chemin de moindre effort, le chemin le plus simple pour elle, mais dans ce nouvel espace déformé. Donc, elle va être affectée par la cuvette, entre guillemets, que crée une étoile, comme le Soleil, dans l'espace-temps, ou toute autre masse. En fait, les particules, dans les deux cas, suivent le chemin le plus court. S'il n'y a pas de masse, le chemin le plus court, c'est tout droit, et l'espace-temps est plat. S'il y a une masse, il est déformé, et du coup, ça le fait tourner. Donc ça, c'est une intuition géniale. Je vous montre pas les équations parce que c'est plus compliqué. Et là aussi, ça a des conséquences assez marrantes, comme le fait que le temps dépend du champ de gravité. Donc ça va être vrai si on est à la plaine ou à la montagne. Encore les illustrations vont revenir. Et en pratique, on a vraiment mesuré ces phénomènes-là avec des horloges atomiques, par exemple, qui sont sur Terre ou dans des avions ou voire dans la station spatiale. Et on voit qu'effectivement, le temps ne s'écoule pas pareil selon le champ de gravité. Et ce phénomène a d'ailleurs d'autres conséquences importantes sur le fait que les GPS fonctionnent, parce qu'il faut prendre en compte cet effet, comme les satellites qui vous permettent de vous positionner sur Terre avec votre petit machin dans la voiture ou votre téléphone. Comme ces satellites-là, ils sont beaucoup plus hauts, ils n'ont pas le même champ de gravité, et il y a un effet de relativité générale qui est pris en compte, sinon ça ne marcherait pas. Alors en fait, c'est quand je dis que c'était l'espace qui est déformé, c'est bien l'espace-temps qui est déformé. Hein. Donc c'est 4 dimensions. 4 dimensions, c'est assez difficile à représenter. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est essayer d'illustrer ces choses-là, mais en simplifiant le problème. Alors on peut essayer de représenter de la 3D en fait, c'est-à-dire les deux espaces deux dimensions d'espace, pardon, et une dimension de temps entre guillemets. Et donc là, vous voyez qu'il y a des petits codes. Donc ça, c'est l'histoire classique qu'on raconte. C'est si je suis à cet endroit de l'espace à un moment donné, eh ben, donc, enfin, on va dire que c'est Albert qui est là. Hein, j'ai pris quelqu'un au hasard. Si je suis là, en fait, dans mon futur, je vais me retrouver quelque part au-dessus, puisque l'échelle de temps est ici. Et en fait, le code de lumière, c'est le code que décrit les rayons de lumière qui partiraient de cet endroit-là. Et comme la lumière, c'est la vitesse la plus rapide qu'on peut atteindre, moi dans mon futur, ou Albert dans son futur, ne pourra pas aller plus vite que la lumière, donc il sera forcément à l'intérieur du code. C'est ça la signification des codes qu'on décide comme ça. Et il y a le symétrique avec le passé, en fait. On ne peut venir dans le passé que en dessous. En fait, on peut simplifier encore et on peut représenter que 2 dimensions, c'est-à-dire une dimension d'espace et une dimension de temps. Voilà. Le futur d'Albert, il est là. Le passé d'Albert, il est là. Ici, Albert ne pourra jamais y être. Il n'y est pas par définition. Alors en fait, quand j'ai fait ça, j'ai triché parce que j'ai mis des axes. Mais en fait, je vous ai dit, l'espace, il est tout déformé, tout ça, donc on n'a pas le droit de mettre des axes. Donc en fait, on va juste garder les petits codes qui sont, on peut être mon futur dans l'immédiat et mon passé dans l'immédiat. Et il n'y a plus ce cadre global là que j'avais décidé. Donc on va l'enlever. Et partout dans l'espace-temps, à chaque endroit de l'espace-temps, on peut dessiner des petits sabliers comme ça, qui sont des codes d'espace-temps, avec le passé en bleu, le futur en espèce d'orange rose. Donc je les ai mis un petit peu au hasard. Là, je les ai mis moins au hasard. Et je ne sais pas si certains d'entre vous voient où je veux en venir, mais vous allez le voir progressivement si vous ne me voyez pas. Donc j'ai essayé de cartographier mon écran, votre écran, avec ces petits sabliers qui nous montrent où est le passé, où est le futur pour chaque point. Alors j'en ai pas mis partout, sinon ça serait illisible. J'en ai un petit peu mis à certains endroits. Et une particule, si à un moment donné elle est ici, bah, comme je le disais, hein, son passé peut être que en dessous, son futur peut être que au-dessus. Donc les trajectoires que j'ai représentées ici, elles sont possibles parce qu'à chaque fois, on rentre dans le passé d'un endroit et on sort dans le futur d'un endroit. Donc ça, c'est possible. J'aurais pas pu faire une particule qui allait de ce point-là à ce point-là, par exemple, horizontalement. Ça, elle n'a pas le droit parce que son futur ne peut pas aller par ici. Donc ça, j'ai pris 2 particules. Excusez-moi.
Et je vais vous en montrer deux autres maintenant, particulières. Donc, j'ai pas mis tout à fait les choses au hasard, hein. Donc là, j'ai mis deux trajectoires où, en fait, vous pouvez voir qu'on est toujours tangent au code de lumière. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ici, quand je suis là, en fait, mon futur ne pourrait être que à droite ou au-dessus, mais il peut pas aller à gauche. Et quand je suis de l'autre côté, c'est le symétrique. Mon futur ne peut aller que vers à gauche, mais pas à droite. Et ça, c'est vrai tout le long de la trajectoire. Donc, en fait, ce que je vous ai dessiné là, sans vous le dire, c'est un trou noir. Parce que rien ne peut quitter cette région. Vous voyez que l'espace-temps est déformé par la masse qui est là, ce que je vous avais pas dit au départ. Et donc, les codes d'espace-temps sur cette région-là, ils sont orientés de telle façon qu'on peut jamais en sortir. Donc, si une particule comme ici est rentrée là, elle pourra jamais en ressortir. Donc, c'est un trou noir. Et le temps semble se figer pour les objets approchant cette région. Pour la raison que je disais tout à l'heure, que le champ de gravité, ça affecte l'écoulement du temps. Donc, pour un objet qui rentrerait dans ce trou noir, donc là, maintenant, on a représenté ça en plus de dimensions pour être plus sympa. Donc là, vous avez un trou noir. Si moi, je suis dans une fusée et que je rentre dans le trou noir, je ne me rendrai compte de rien. Je vais y rentrer, c'est tout. Par contre, s'il y a quelqu'un qui me regarde de loin, il aura l'impression que je me mets à ne plus bouger là. Je m'approche du trou noir et je deviens de plus en plus immobile. Le temps semble ne plus s'écouler de son point de vue pour moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la dilatation du temps avec la vitesse dans le cas de la relativité restreinte et avec les champs de gravité dans le cas de la relativité générale. Donc quand on s'approche d'un trou noir, pour un observateur distant, le temps devient très très grand et se distend. Alors les trous noirs, c'est la première intuition de ça date d'il y a longtemps. Il y avait l'astronome anglais John Mitchell et Pierre-Simon Laplace à peu près la même période. Je suis désolé, le texte est un peu couvert par la figure, je suis désolé. Mais en gros, l'idée c'est que si il y avait un astre suffisamment massif, la vitesse pour le quitter deviendrait très très grande et donc plus rien ne pourrait le quitter. En particulier si on dépasse la vitesse de la lumière. Puisqu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, s'il y a une densité telle que il faudrait la vitesse de la lumière pour s'en échapper, on ne pourra pas le faire. Et donc ça, c'était une intuition. Ça a été formalisé à partir de la relativité générale par Penrose en 65 et notamment Gatzel et Guez ont trouvé dans les années 90 qu'au centre de notre galaxie, il y a un corps très très massif ici et ils ont trouvé ça grâce au fait que les étoiles autour ont des orbites elliptiques et bougent très vite. Alors, vous savez, dans une galaxie, les étoiles, ça bouge pas très vite. En général, quand on regarde le ciel, d'une nuit à l'autre, on reconnaît. Et même d'une année à l'autre, voire d'une décennie à l'autre. Mais par contre, quand on regarde le centre de la Voie lactée, ça bouge assez vite. Donc, d'une année à l'autre, pour le coup, les étoiles ont changé de position. Et ça nous indique un corps très, très massif, ici, vers le centre. En fait, ce qu'il y a, c'est un corps très massif qu'on voit pas. Et c'est la preuve qu'il y a un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Alors, cette découverte, au passage, leur a valu un prix Nobel en 2020, au 3, Penrose pour la prédiction théorique, entre guillemets, et puis Gatzel et Guez pour la découverte qui a permis de confirmer l'existence de trous noirs pour la première fois, qui c'est vraiment ce qui a convaincu les gens que oui, il y avait des trous noirs. En fait, il y a d'autres travaux qui ont été faits sur les trous noirs, donc je pouvais pas ne pas parler de Jean-Pierre Lunet, puisqu'il est au LAB depuis quelques années, et c'est lui qui a fait la première simulation à quoi ressemblerait un trou noir si on l'observait directement. Donc un trou noir, c'est une masse très grande, comme je le disais, hein, les particules qui sont à l'intérieur ne pourront pas en sortir à cause de la vitesse de libération qui se crée plus vite que la vitesse de la lumière. Donc il y a une région de l'espace-temps qui nous est inaccessible. Mais s'il y a autour de ce trou noir de la matière, comme un disque d'accrétion par exemple, celui-là va émettre de la lumière. Et comme le trou noir déforme l'espace-temps, le temps et l'espace sont distendus, ce qu'on va voir va être déformé par ces équations-là. Donc on les inclut on inclut ces phénomènes-là et on peut prédire à quoi va ressembler un disque d'accrétion autour d'un trou noir si on peut l'observer. En fait, Jean-Pierre Lunet a fait ça en 79. Donc il faisait les calculs sur ordinateur, mais il n'y avait pas de sortie graphique sur les ordinateurs à l'époque. Donc en fait, cette image, elle est faite à l'encre de Chine, c'est-à-dire l'ordinateur lui disait pour chaque trajet de rayon lumineux où est-ce que ça allait taper et il mettait un petit point. Et il a calculé comme ça plein de rayons, il les a mis. Et c'est ainsi qu'il a pu faire cette image. Aujourd'hui, on fait plus comme ça, on calcule les images directement sur l'ordinateur. Et aujourd'hui, de manière spectaculaire, en fait, on a vraiment vu l'équivalent. En fait. Donc ça date il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans maintenant.
C'était la première image de l'environnement d'un trou noir par l'Event Horizon Telescope. Alors, l'Event Horizon Telescope, c'est des télescopes qui se sont mis ensemble pour travailler en interférométrie, ce qui permet d'obtenir des résolutions angulaires très très fines. C'est-à-dire un télescope, ce qu'il peut voir en détail sur le ciel, en taille, ça dépend de son diamètre. Et en général, on est assez limité. Quand on veut regarder un trou noir, c'est quelque chose de très très petit qui est très lointain, donc on va pas en général voir trop de détails. Donc pour voir des détails en interférométrie, gagner beaucoup en résolution parce que ça donne la même résolution que si on avait un télescope dont le diamètre faisait la distance entre ces observatoires. Donc tous ces observatoires ont travaillé ensemble pour reconstituer une image d'un trou noir. Et ça, c'est le trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie M87, dans la main de la Vierge. Et ça ressemble assez à la prédiction de Jean-Pierre Luminet. Donc en fait, on a vraiment vu maintenant des trous noirs. Donc ces questions de déformation de l'espace-temps, on est convaincu par ça et par beaucoup d'autres choses que c'est des phénomènes réels, même s'ils nous paraissent assez bizarroïdes. Là, c'est d'autres illustrations de trous noirs. Donc vous retrouvez celle de Jean-Pierre Luminet, celle de l'Event Horizon Telescope, et ici, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est celle du film Interstellar. Donc c'est le trou noir Gargantua qui est dans Interstellar. Et en fait qui a utilisé vraiment les équations, qui a vraiment fait les calculs. Donc c'est une représentation qui se veut réaliste de ce que serait l'image d'un trou noir. Alors c'est beaucoup plus fin que ce qu'on a réussi à observer parce que pour voir les détails, il faudrait aller encore plus loin en interférométrie. Il faudrait être plus près. Par contre, alors pour la petite histoire. En fait, ils ont fait tous les calculs, mais ils ont quand même enlevé un effet. Parce que comme vous pouvez le voir là dans l'image, l'image est assez asymétrique en fait. Il y a un côté qu'on voit pas trop. Et ça, c'est à cause d'un effet relativiste. C'est l'effet Doppler relativiste. Et les réalisateurs du film ont trouvé que c'était esthétiquement pas terrible ou que les gens comprendraient pas trop. Donc, ils ont fait un truc plus symétrique et plus rond. Et du coup, ils ont enlevé un effet physique qu'ils pouvaient calculer pour que ce soit visuellement, artistiquement plus intéressant. Donc, c'est leur droit, c'est un choix artistique, et du coup, c'est moins réaliste, entre guillemets. Ça reste un film intéressant là-dessus. Alors, on avait déjà des bons signes de l'existence des trous noirs, en fait. Donc, je vais juste en évoquer quelques-uns, mais par exemple, on voyait des jets de rayons X très énergétiques qui sont, a priori, ils peuvent être émis si on a un astre très compact qui a un disque d'accrétion qui va faire des températures très élevées. Et avec le champ magnétique, là, quand la matière tombe vers le centre, elle va partir sous forme de jet et la matière va être arrachée dans la direction des jets et aller à des vitesses très très élevées qui vont permettre de choquer la matière et faire des rayons X. Et grâce à ça, on savait qu'il y avait des objets très compacts qui émettent ce genre de choses, donc on se doutait bien que ça devait être des trous noirs. On avait aussi d'autres signes récemment grâce à la détection des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est un graphique qui est pas tout à fait à jour, hein, mais qui montre ce qu'on a trouvé. Alors avec les ondes gravitationnelles, ce qu'on trouve, c'est la fusion de trous noirs. Donc je vais vous illustrer ce que c'est. Mais en fait, l'idée, c'est que s'il y a deux trous noirs proches l'un de l'autre, eh bien, ils vont chacun déformer l'espace-temps et ils vont interagir l'un avec l'autre. Donc, ils vont tourner l'un autour de l'autre du fait de leur gravité. Et cette rotation va émettre des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des déformations de l'espace-temps qui se propagent. C'est prédit dans la relativité générale. Et ces déformations qui se propagent, elles emportent un peu d'énergie. Donc les trous noirs vont perdre un peu d'énergie, du coup ils vont se rapprocher jusqu'à éventuellement fusionner. Et ce phénomène-là, ça a des caractéristiques très précises sur les fluctuations de l'espace-temps que je vais illustrer. J'espère que ça marche à distance. Ça, c'est une petite illustration qui vous montre donc deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre et la grille de l'espace-temps dans laquelle se propagent des vagues. C'est comme si vous êtes à la surface de l'eau et vous tournez, hein, il y a des vagues qui se propagent. Et au bout d'un moment, les deux trous noirs ont fusionné, donc du coup, les vagues s'arrêtent parce qu'il n'y a plus cette source qui faisait des perturbations au centre. Donc ça, c'est la modélisation théorique de ce qui se passe. Et ce que ça fait sur l'espace-temps, ça fait je vous ai dit, c'est des déformations de l'espace-temps qui se propagent, c'est des vagues. Et ces déformations de l'espace-temps, en fait, on est capable de les détecter, ce qui est assez remarquable. Et comment on fait pour les détecter? On regarde des grandes distances et on mesure le temps que la lumière met à les parcourir. Alors, on a des détecteurs sur Terre qui s'appellent Virgo et LIGO. Et, les bras, là, font 3 km. Et on mesure le temps que la lumière prend pour faire cette distance là-dedans.
Et s'il y a une onde gravitationnelle qui passe dans la direction d'un des bras, bah, ça va faire des variations de cette distance. Du coup, ça va faire des variations du temps de l'écoulement du temps d'un côté par rapport à l'autre. En fait, c'est ça qu'on détecte. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ce genre de phénomène-là, ça, comme vous avez vu tout à l'heure dans l'animation, c'est des vagues qui se propagent, qui deviennent de plus en plus grandes, puis qui s'arrêtent brutalement quand les trous noirs ont fusionné. Et la détection, ça ressemble à ça. En fait. Donc voilà le signal. On voit les vagues qui deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus grandes. Et après, il y a la fusion, donc il n'y a plus rien. Et ça, c'est une autre façon de le représenter. C'est en fonction du temps et la fréquence des signaux. Et donc cette caractéristique, c'est vraiment pile poil ce qu'attend, ce qu'on prédit dans la relativité générale, et donc les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont détecté ça. Aujourd'hui, on en a détecté plusieurs. Je sais pas si vous avez le son, c'est pas terrible. Ça, c'est un petit film qui illustre. En fait, je vais le passer parce qu'il y a du son, j'arrive pas à parler en même temps, mais c'est un petit film que je vais remettre si vous voulez. Il illustre un projet qui s'appelle LISA. Donc, je vous ai dit, là, on a des bras sur Terre qui font 3 km de long et on veut détecter on détecte avec ça les ondes gravitationnelles. Mais en fait, il peut y avoir des ondes gravitationnelles qui ont des fréquences différentes. Et donc là, on détecte celles qui sont détectables avec ce type de système. Mais si on veut détecter des plus courtes fréquences ou des plus grandes longueurs d'onde, il va falloir trouver des systèmes différents. Donc, ce à quoi on a pensé pour le moment, c'est de mettre dans l'espace 3 satellites, enfin 3 sondes, qui se tirent les unes sur les autres des lasers et qui les détectent et qui mesurent le temps que la lumière le laser met à aller d'une sonde à l'autre. Et si on a 3, on va voir si le temps a un peu changé dans une des directions par rapport aux autres, et ça va nous permettre de localiser plus ou moins la direction d'où est venue une onde gravitationnelle qui a changé un petit peu la longueur dans laquelle ça se passe. Alors cette chose-là, ça doit être dans l'espace pour avoir des très grandes longueurs. Là, on parle de millions de kilomètres. Et les 3 sondes, elles orbitent derrière la Terre autour du Soleil en formation. Elles suivent une formation triangulaire et elles orbitent derrière nous. Donc ça, c'est un projet auquel on pense pour les années 2030-2040. Au lab, on est un petit peu dans la boucle, pas beaucoup, mais comme ça permet de voir des sources astrophysiques intéressantes, on commence à s'y intéresser quand même un petit peu. Et techniquement, on pourrait peut-être contribuer à certains aspects, certains tests du projet. Donc, c'est un énorme projet qui se fera probablement dans les décennies à venir, mais on n'y est pas encore. Je vous le remets juste peut-être pour voir l'orbite du chose. Donc, la Terre tourne ici et les 3 satellites tournent autour. Et ça va permettre de détecter d'autres objets, comme les binaires compacts dans la Voie lactée, d'autres types de trous noirs. On pourra aussi faire de la cosmologie. Enfin, c'est un très, très gros projet qui implique plein de personnes. Et ça sera à suivre. Bon, pour des nouvelles sur ça, il faut me faire revenir dans 10 ans, puis on verra où on en est. J'espère que je viendrai au lieu avant ça. Alors, ces temps un peu bizarres, là, dont je vous ai parlé, ils alimentent quand même les réflexions que les gens ont, y compris des réflexions philosophiques, en fait, parce que il y a eu des débats sur la nature du temps. Et notamment, il y a une façon de penser qui est que, en fait, il y a juste l'instant présent qui est réel, et après on se souvient du passé et on anticipe le futur. Mais on a l'impression qu'on existe dans le présent, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le présentisme ou quelque chose comme ça. C'est représenté ici par cette espèce de cube d'espace-temps où, voilà, il y a que cette tranche-là qui est vraiment réelle. Le reste, c'est nos souvenirs ou notre futur. Après, il y a une autre vision philosophique qui est plutôt le possibilisme, où en fait le passé est quand même écrit, quoi. On sait que le passé est écrit. Donc finalement, ce qui existe, c'est le passé et le présent, mais par contre le futur reste du possible et du pas exploré. Et puis il y a une autre vision qui est l'éternalisme, où finalement le passé, le présent et le futur, ça forme un tout, et tout existe de la même manière, en fait. On peut pas vraiment les séparer. Et alors, ce qui est troublant, c'est que justement cette relativité générale qui nous dit que finalement il n'y a pas on n'a pas de temps séparé des phénomènes, on n'a pas un temps universel. Ça dépend vraiment de la déformation de l'espace-temps où on est, et ça nous dit que le futur d'une personne n'est pas forcément connectable avec le futur d'une autre, etc. Donc cette vision de la relativité générale, elle pointe plutôt dans l'idée que ça se rapproche plutôt de ça, quoi, parce que
Quand on est dans le cas du milieu là, mon futur à moi, c'est pas forcément le même futur qu'une autre personne qui est ailleurs. Donc c'est difficile à réconcilier avec ce qu'on a dit de nos théories physiques. Donc nos théories physiques, elles pointent plutôt vers cet éternalisme a priori pour certains philosophes, ce qui veut dire que le passage du temps n'est qu'une illusion. Tout existe d'une manière bloc, c'est l'univers bloc qui existe, et le temps qui passe n'est peut-être qu'une illusion que nous avons. Voilà, ça fait réfléchir. Alors on peut réfléchir avec des choses moins sérieuses, donc je vais aller sur ça un petit peu pour se distraire un petit peu quand même. Et je parlais de déformation d'espace. Ça, un peu plus loin, et c'est ce qui était promis dans le titre, donc je suis obligé de le faire. Est-ce que ça nous permet de penser au voyage dans le temps? Alors, les auteurs de science-fiction ne se tiennent pas pour ça. Là, vous avez le film Retour vers le futur que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent, où on va dans le passé et ça crée quelques paradoxes. Alors, est-ce que c'est possible? Eh ben, en fait, avec nos théories d'espace-temps déformées, de choses comme ça, c'est pas complètement impossible quand on essaye de regarder les équations. En fait, on peut envisager un espace-temps qui serait courbé, par exemple autour d'une masse très compacte, et où les cônes de futur, là, vous voyez, ça c'est une trajectoire dans le temps et dans l'espace, et les cônes en fait reviennent vers le passé, et donc on peut être là à un moment donné, faire toute cette boucle et rejoindre notre propre passé. Donc les boucles temporelles ne sont pas interdites par la théorie de la relativité générale. Alors ça c'est illustré d'une version un peu science-fictionnesque où on peut dire en fait c'est comme si l'espace-temps était déformé, donc il peut y avoir un espèce de truc replié sur lui-même avec des connexions qui permettent d'aller vers un autre endroit. Donc en fait c'est le voyage dans le temps, mais c'est vraiment le voyage dans l'espace-temps qui serait possible. Donc ça peut vouloir dire dans l'espace et dans le temps aussi. En tout cas, les équations ne l'interdisent pas. Alors, comme je le disais, il y a des paradoxes dans le film Retour vers le futur. Il y en a quelques-uns qui sont explorés, notamment le fait que, bah oui, si on retourne dans le passé et qu'on change le passé, qu'est-ce qui se passe? C'est le fameux paradoxe du grand-père. Si je vais dans le passé et que je tue mon grand-père, comment je peux exister? Donc, je peux pas tuer mon grand-père, et ainsi de suite. Alors la solution, les auteurs de science-fiction se disent c'est peut-être qu'il y a des univers parallèles qui se créent chaque fois qu'il y a des paradoxes comme ça, ou que quand on voyage dans le temps, en fait, on voyage plutôt dans des univers parallèles. Ça, c'est une réponse au paradoxe. Il y a notre proposition qui est intéressante, c'est que les équations ne l'interdisent pas, mais le passé est le passé et le futur c'est le futur et tout ça doit rester cohérent. Donc c'est le principe de cohérence de Novikov qui dit que quelles que soient les intentions, ce qu'on a pu faire dans le passé ne peut pas vraiment changer le passé parce que c'est déjà passé. Et en fait, il y a une illustration avec une bille de billard ici où si cette boule de billard est déviée par une boule qui la choque, du coup elle va changer de trajectoire, ce qui va lui permettre de rentrer dans un trou de verre qui est ici, qui la ramène dans le passé, et du coup ça devient la boule qui la choque. Donc en fait là il y a un voyage dans le passé, ça a affecté l'histoire, mais tout est cohérent. Donc il y a une boucle temporelle mais qui est cohérente, c'est possible. Et ça n'a pas changé le passé en réalité, ni le futur, c'est juste une boucle temporelle. Alors, il y a un autre exemple dans la série Futurama, je suis un peu geek donc je vous en parle, ça ne parlera pas à tout le monde, Futurama c'est un peu les Simpsons dans l'espace pour ceux qui connaissent. Et en fait dans Futurama il y a effectivement le paradoxe du grand-père qui est exploré, c'est-à-dire qu'il va dans le passé et par accident il tue son grand-père, en fait le personnage principal, mais bon en fait il se rend compte que son grand-père n'était pas vraiment son grand-père, c'était lui-même. Donc finalement là aussi il y a eu une cohérence malgré le fait qu'il ait cru tuer son grand-père, l'histoire reste cohérente. Alors la question de la possibilité de voyage dans le temps, elle a été aussi explorée par Stephen Hawking, qui a travaillé beaucoup sur les déformations de l'espace-temps, donc évidemment c'est lié. Et lui, il a fait une expérience, et son expérience, à son avis, a montré que le voyage dans le temps n'était pas possible. Alors je vous livre son expérience. En fait, il a organisé une fête où il a invité les voyageurs dans le temps. Et donc, vous voyez, Welcome Time Travelers. Et en fait, il a envoyé les invitations le lendemain. Donc, il fallait vraiment être un voyageur dans le temps pour pouvoir aller à la fête. Et à la fête, il était tout seul. Donc, pour lui, ça démontre qu'il y a aucun voyageur dans le temps qui a reçu son invitation. Et donc, en fait, c'est pas possible. Alors, évidemment, c'est un peu une blague. Mais en tout cas, ça montre qu'on peut se poser la question.
On n'a pas forcément encore la réponse. On est un petit peu dans le domaine du spéculatif ici, mais je voulais terminer sur cette note un petit peu qui nous fait un petit peu réfléchir au-delà de nos trucs, de nos conceptions habituelles. Ouais, comme ça, j'ai encore un peu de voix. Je pourrais peut-être répondre à quelques questions si vous en avez, ou en tout cas essayer. Donc, Valentin va passer parmi vous. S'il y a des questions, Samuel est là. Merci. Bonsoir monsieur. Vous avez parlé à un moment de multivers tout de suite après l'heure de Planck, l'espace de Planck. Vous avez parlé de multivers possibles. Est-ce que vous pouvez un peu développer, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer. En fait, il y a plusieurs concepts de multivers qui sont parfois discutés. Et en fait, dans les théories un peu spéculatives de l'inflation notamment, on se rend compte que notre univers à nous, il a des bonnes propriétés physiques pour qu'on soit là. C'est-à-dire déjà, il permet aux étoiles d'exister, il permet aux éléments chimiques comme le carbone, le fer de se fabriquer, et on a besoin de tout ça. Et donc ça a poussé à des questionnements certaines personnes. Et donc, quand on s'est rendu compte que notre univers avait connu cette phase d'expansion et très rapide au début, et qui lui donne ses caractéristiques en quelque sorte, on s'est un peu posé la question, mais finalement, donc c'est une espèce de bulle d'univers qui s'est éclatée là d'un seul coup. Et peut-être potentiellement, si on regardait sur des échelles beaucoup plus grandes que celles qui nous sont accessibles, peut-être qu'ailleurs, il y a d'autres bulles d'univers qui ont éclaté avec des propriétés un peu différentes, et nous, on est dans une qui est bien pour nous, par définition. Donc le multivers, ça serait ces bulles d'univers qui éclateraient, entre guillemets, sur des distances, sur des volumes qui dépassent notre univers observable, ou bien qui seraient des univers en quelque sorte un peu parallèles, où chacun aurait ses probabilités d'exister, etc. Après, le multivers, c'est un concept très vaste, et donc il y a aussi une interprétation en mécanique quantique où chaque événement qui donne lieu à une réalisation, à une observation, crée des univers parallèles. Et donc ça, c'est le multivers, c'est le résultat de tous ces univers parallèles qui se créent. Alors l'exemple classique en mécanique quantique, c'est le chat de Schrödinger, où vous avez un chat dans une boîte avec un dispositif qui peut le tuer ou pas, et vous savez pas s'il est mort ou vivant jusqu'à ce que vous ouvrez la boîte. Et dans une interprétation de la mécanique quantique, en fait, qui est un peu exotique quand même, quand on ouvre la boîte, en fait, on crée deux univers. Il y a un univers où il est mort et un univers où il est vivant. Et donc ça, c'est un multivers qui résulte de tous les phénomènes qui vont comme ça faire prendre des décisions sans même qu'on ait besoin d'être là. Hein. C'est les particules qui interagissent, elles créeraient en quelque sorte à chaque fois des branches parallèles. Donc ça, c'est une autre version du multivers. Mais celui auquel je faisais référence, c'est plutôt effectivement dans les théories d'inflation, l'idée qu'il peut y avoir des bulles d'univers qui vont avoir des propriétés différentes. Et donc la nôtre, c'est celle où on est. Mais c'est avec des points d'interrogation, hein, puisque c'est très spéculatif ces théories-là. Merci. Deux questions. Au début de votre exposé, vous nous avez parlé de l'expansion de l'univers avec Hubble et Georges Lemaître, et vous avez illustré avec une plaque où il y avait des galaxies qui s'éloignaient les unes des autres. Or, à ma connaissance, actuellement, on a la galaxie Andromède qui se rapproche très vite de notre Voie lactée. Elle devrait même fusionner dans quelques milliards d'années. Alors, cela veut-il dire qu'à l'échelon local, la gravitation l'emporte sur l'expansion de l'univers, ou est-ce qu'il y a une autre raison? C'est la première question. La deuxième, c'est pouvez-vous nous expliquer la raison pour laquelle la gravitation ralentit les horloges? Alors, la première question, je peux y répondre plus facilement peut-être, donc je vais essayer. En
En fait, effectivement, quand on dit les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est un petit peu une simplification parce que y a l'expansion de l'univers d'un côté, mais d'un autre côté, les galaxies ont des mouvements qu'on appelle des mouvements propres et qui sont dus de la même façon que la Terre subit la gravité du Soleil, elle tourne autour du Soleil. Deux galaxies qui sont pas très éloignées l'une de l'autre vont avoir la gravité qui vont les attirer. Et donc cette expansion de l'univers, elle est en compétition avec les forces de gravité sur les petites échelles. Et il se trouve que sur les échelles type entre nous et Andromède, l'expansion de l'univers, elle joue pas beaucoup. Donc en fait, elle est battue par la gravité, en effet. Et donc c'est seulement les galaxies les plus lointaines où là vraiment ça va être systématiquement un éloignement. Les galaxies les plus proches peuvent éventuellement se rapprocher et effectivement fusionner, comme vous l'avez indiqué, pour la Voie lactée d'Andromède d'ici quelques milliards d'années. La façon de disons qu'est-ce que je veux dire, oui, en fait on peut même imaginer, si on pense à très très long terme, que du coup les galaxies les plus lointaines vont toutes s'éloigner et les galaxies qui sont plus proches vont toutes fusionner éventuellement dans très très longtemps. Donc on pourrait imaginer un futur très lointain où il y aurait plus qu'une métagalaxie et toutes les galaxies où on serait, enfin entre guillemets puisqu'on sera plus là hein, évidemment, et toutes les autres galaxies qui sont lointaines, elles auront été emportées par l'expansion, et vu que l'expansion est accélérée, elles pourraient même être emportées au-delà de notre horizon. Donc en fait, des êtres vivants dans un futur très lointain auraient une vision complètement différente de l'univers. Il y aurait juste une galaxie, il y aurait toutes les étoiles connues et du vide jusqu'à perte de vue. Donc ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième, alors en fait, c'est dur à expliquer parce que c'est pas un phénomène qu'on peut, qu'on peut toucher vraiment du doigt. En fait, c'est quand on fait cet exercice qui consiste à écrire les équations de telle sorte à ce que les lois de la physique restent les mêmes, qu'on soit dans un champ de gravité ou qu'on soit dans le vide, c'est-à-dire on externalise la gravité en quelque sorte, on la met dans la géométrie de l'espace-temps. Bah, quand on fait ça, on doit changer des équations, quoi. Et dans ce changement d'équation, il se trouve que l'espace-temps est lié à la masse, et pour pouvoir faire ça, il se trouve que le temps va effectivement s'écouler plus lentement dans les fortes gravités. Si on fait pas ça, on n'arrive pas à rétablir les mêmes lois partout en fait. Et c'est la même chose que ce que je disais sur la relativité restreinte, où on se dit on va avoir une loi pour additionner les vitesses et que la vitesse de la lumière soit constante. Et quand on fait ça, on trouve la dilatation du temps. Et là, c'est pareil. On veut avoir une formule mathématique qui permet de faire des équations de la relativité générale, qui permet de décrire l'espace-temps et comment il est déformé par les masses. Et quand on trouve une formule qui marche, qui permet d'avoir la vitesse de la lumière constante, les phénomènes électromagnétiques, tout ça, on se rend compte qu'il y a ces phénomènes apparents de dilatation du temps avec la gravité. Mais c'est pas intuitif. C'est bon? Une autre question? Oui, allez-y. Merci, bonsoir. D'abord, merci pour ce très bel exposé, très intéressant. Et petite question sur les trous noirs. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'un corps, quel qu'il soit, se rapproche de l'horizon d'un trou noir, du point de vue d'un observateur extérieur, le temps paraît comme ralenti. Est-ce qu'il est très ralenti ou est-ce qu'il paraît s'arrêter déjà pour un observateur extérieur? Alors, en fait, ça dépend de la distance à l'horizon auquel on se trouve, mais si quelqu'un va effectivement traverser l'horizon, si on regardait quelque chose traverser l'horizon, on le verrait se rapprocher de moins en moins vite de l'horizon, et effectivement, à un moment donné, il aurait l'air figé, donc on pourrait penser que son temps s'est arrêté. Mais c'est difficile de distinguer un temps arrêté d'un temps infiniment long, puisque en fait, le temps de notre point de vue va s'écouler de plus en plus lentement, donc on va le voir bouger de moins en moins. Éventuellement, on le verra plus bouger du tout, mais c'est notre perception. Donc, ça dépend de comment on peut le mesurer déjà. Ça dépend de ce genre de choses. Donc, effectivement, au moment où il croise l'horizon, en fait, la façon de le penser, c'est que ce qu'on voit, le temps qu'on voit, c'est lié au temps que les rayons lumineux mettent à nous arriver.
Donc, si on va imaginer un cas simple où le gars qui rentre dans le trou noir, il a une lampe de poche et il fait des clics réguliers. Quand il s'approche du trou de l'horizon, la lumière met de plus en plus longtemps à nous venir parce qu'elle doit battre ce champ de gravité qui est de plus en plus fort. Et donc les clics, lui il fait des clics réguliers, mais nous on va les voir de plus en plus espacés, jusqu'au moment où il est effectivement à l'horizon, auquel cas la lumière ne nous viendra plus jamais. Donc on verra plus le clic suivant. Donc on a l'impression qu'il se fige en quelque sorte, oui. Mais c'est une impression pour l'observateur éloigné. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, il y avait une deuxième question du coup qui en découlait d'après cette réponse. Du coup, comment est-ce qu'on peut se fier de manière certaine à une observation visuelle d'un trou noir dans ce cas-là? Alors, donc ce qu'on observe de toute façon, c'est jamais ce qui est vraiment sur l'horizon du trou noir, parce qu'effectivement ça on va jamais le voir. Et ce qu'on observe, que ce soit dans l'Event Horizon Telescope ou dans les étoiles qui tournent autour du centre de la Voie lactée, on observe des phénomènes qui se passent un peu plus loin que l'horizon du trou noir. L'horizon du trou noir, il est effectivement noir pour le coup. Et ce qu'on voit, c'est les effets de la gravité qui est déjà très très forte quand on s'approche. Donc ça va avoir des effets mesurables. Et par contre, effectivement, on pourra rien mesurer sur ce qui est juste à l'horizon. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on voit et ce qu'on mesure, c'est ce qui se passe un peu plus loin, où il y a déjà des champs forts de gravité qui déforment déjà l'espace-temps et qui font les images déformées qu'on a pu voir. Allez, on en a encore une ou deux, si vous pouvez. Tout le monde a compris, alors. Est-ce qu'on peut parler des trous blancs? Oui, on peut. J'étais au lab, on a reçu des collégiens et ils sont partis sur les trous noirs. Donc ils commençaient à poser des questions sur les trous noirs. Et au bout d'un moment, il y en a. Je dis bon allez, je prends une autre question, mais pas sur les trous noirs. Et donc il y en a un qui lève la main, je dis c'est pas sur les trous noirs. Il me dit non. Alors j'ai dit vas-y, et il me dit bon alors les trous blancs. Donc effectivement, on peut parler des trous blancs. En fait, c'est le trou, ce qu'on appelle trou blanc. Je sais pas si je vais retourner à la figure, non c'est pas grave. Ce qu'on appelle trou blanc, c'est vraiment le symétrique du trou noir. Donc quand j'ai dit que les équations mathématiques permettaient d'imaginer qu'on puisse entrer dans un endroit et sortir dans un autre et faire du voyage dans le temps, en fait l'endroit où la matière tourne, c'est le trou noir, mais l'endroit d'où elle ressortirait, ça serait le trou blanc. Donc c'est le symétrique du trou noir. Du point de vue des équations, on peut tout à fait l'écrire. Après, est-ce que ça existe dans la réalité ou est-ce qu'il y a des phénomènes qui empêchent ça d'exister? C'est pas complètement certain, on va dire. Là, on est dans le spéculatif. Mais c'est vraiment le symétrique du trou noir qui est autorisé par les équations telles qu'on les a aujourd'hui. Bien. Une dernière question? Oui. Bonsoir. Vous dites que les galaxies s'éloignent l'une de l'autre. Plus elles sont loin, plus elles vont vite. Est-ce que l'une par rapport à l'autre peut dépasser la vitesse de la lumière? Non. Alors, ça c'est intéressant comme question. En fait, la vitesse, oui, elles peuvent en fait, mais c'est pas une vitesse réelle. C'est l'expansion de l'univers qui, si on va suffisamment loin, on aura une sorte de vitesse apparente qui serait plus grande que la vitesse de la lumière. Mais c'est pas un vrai déplacement des galaxies, en fait. Le vrai déplacement des galaxies, dans leur espace-temps autour d'elles, il est toujours, le mouvement propre, quoi. Ce que je disais, il a toujours des vitesses très, très raisonnables. Et par contre, la vitesse d'expansion, elle peut éventuellement dépasser la vitesse de la lumière, mais c'est parce que c'est pas une vraie vitesse. C'est-à-dire, l'expansion, elle se produit toujours localement. Donc, c'est juste parce qu'on regarde, plein d'endroits qui localement s'étendent de plus en plus vite que quand on regarde des galaxies très très lointaines, elles vont aller plus vite que la vitesse de la lumière, l'une par rapport à l'autre, mais c'est toujours une illusion, c'est pas un vrai déplacement. Donc à arriver à un certain stade, on n'arriverait plus à les voir les galaxies, puisqu'elles s'éloigneraient tellement vite. Ouais, elles pourraient, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les plus lointaines, elles pourraient sortir de notre horizon, en effet. D'accord. Merci. Ça y est, encore une ou pas? On a respecté notre timing. Hein. On va remercier chaleureusement Samuel. Alors on avait... Merci à vous.
Merci pour l'invitation. Et désolé encore de pas avoir été là. Ah ben, tu avais encore pas mal de voix, c'est pas mal.